Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture aujourd'hui avec William. Cyberculture, je vous rappelle, on parle informatique, on essaie de vous faire comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce 21e siècle fait de bip, de smartphone. C'est quoi l'informatique? C'est ça l'informatique avec William, c'est Cyberculture. On se retrouve tout de suite après le générique de l'émission aujourd'hui. À tout de suite. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Et oui, qui réveille vos tartines et cyberculture aujourd'hui avec William. Je vous rappelle que nous avons un chat qui est ouvert le samedi sur la radio de ici et maintenant, chat.rim952.fr. Donc c'est l'adresse du site chat, donc http://chat.rim952.fr, accessible aussi, je vous le rappelle, à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Je vous invite à vous connecter sur le chat, bien sûr, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de règle, vous mettez le nom, le pseudo que vous avez toujours voulu avoir, il n'y a pas de mot de passe, entrez, vous êtes les bienvenus. Bonjour à vous, ceux qui sont fidèles au rendez-vous des émissions et qui suivaient les émissions de cyberculture sur la radio ici maintenant. Je vous rappelle, en deuxième partie, bien sûr, de cet après-midi, on retrouvera Olivier avec l'outline pour répondre à vos problèmes dans le domaine de l'informatique, un problème de logiciel, un problème de virus. Olivier sera là dès
15h30 pour répondre à vos questions concernant vos problématiques. Bonjour donc à Ken, à Capitaine Flamme, Wikim, Ajax, Patrice numéro 6, non, très bien comme pseudo, Enfrenis et bien d'autres qui vont se connecter, qui sont déjà même connectés. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une revue de presse, c'est une petite sélection. On parlera, donc c'est une sélection que j'ai regardé à peu près et pioché pour vous faire débattre. J'ouvrirai bien sûr cette antenne tout à l'heure. Vous pourrez donc appeler le standard. J'ouvrirai le standard d'ici quelques minutes après la lecture d'un premier article de ma sélection de cette semaine. On va parler de piratage, on va parler de droit à l'oubli. On parlera aussi dans la série de fractures numériques. Pour halluciner, parce que j'ai trouvé des choses assez hallucinantes aujourd'hui sur le web. On parlera de neutralité de l'Internet, on parlera de secrets à partager, on parlera d'accès à la copie privée, une petite sélection type 1984, on parlera du web, oui, le web en général. Aujourd'hui, on le vit, et le web, c'est quand même quelque chose à analyser. On parlera de vie privée et du retour des données, vous allez dire, c'est hallucinant, des retours des données de méga upload qui donne. Comme si vous aviez peut-être des données, les données sont revenues. Va-t-on pouvoir les récupérer ou pas? Mais lui, il a déjà récupéré ces fameuses données. Donc j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure et on en reparlera. On va commencer d'ici et j'ouvrirai bien sûr cette antenne pour que vous puissiez débattre avec moi et les chatters qui vont un petit peu bouger et tout cela. Bon, on se retrouve tout de suite après ça. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Radio ici maintenant, donc c'est Cyberculture, revenons à nos moutons, on a écouté, c'était Léonard Nimoy, vous l'avez peut-être reconnu, highly illogical, donc Léonard Nimoy bien sûr c'est Monsieur Spock dans Star Trek, j'aime bien le passer de temps en temps, c'est assez sympa, c'était dédicace à Sensor et à vous aussi qui aimez bien cette musique. Donc on va parler de quoi? C'est une première sélection
de l'article d'aujourd'hui de ma revue de presse et on va parler de l'Hadopi. Donc l'Hadopi, c'est un organisme, je vous rappelle, qui sanctionne le piratage de logiciels, de films, etc., de téléchargement illégal en France. Donc depuis, là on va parler de Hadopi qui est aujourd'hui envoyé à plus de 3,5 millions d'avertissements donc aux utilisateurs français. Donc depuis la mise en branle de la réponse graduée, plus de 3,5 millions d'avertissements ont été envoyés par la Hadopi à des abonnés internet dont la connexion a été flashée pour du téléchargement illégal via du peer-to-peer. Donc je vous rappelle, le peer-to-peer, c'est le principe d'échanger à partir de son ordinateur avec un autre utilisateur sur internet, d'échanger des fichiers, donc le point vers le point. Le peer-to-peer, ça veut dire ça donc, en anglais. Donc la Hadopi a décidé de passer à l'attaque contre le streaming et le téléchargement direct illicite. Donc la riposte va prendre forme dans les prochaines semaines afin de cibler les sites massivement contrefacteurs. Pour l'internaute lambda, la riposte, c'est la réponse graduée qui concerne le peer-to-peer. Le dernier baromètre mensuel de la réponse graduée indique que le cap des 3,5 millions des premières recommandations des recommandations a été donc franchi au mois d'août dernier. Donc le compteur a pour rappel été déclenché en octobre 2010 avec 120 000 premières recommandations en août qui n'a pas battu donc le record mensuel établi au mois de juin dernier. Pour la deuxième recommandation avec une lettre remise contre signature, la barre des 360 000 depuis le début, c'est donc une formalité à franchir. En août, plus les 11 000 abonnés ont reçu donc une deuxième recommandation à ce propos, et qui donc a été marqué par la traditionnelle trêve estivale. Aucun n'a donc examiné en troisième phase, donc aucun n'a été encore examiné aujourd'hui en troisième phase. Donc le compteur reste donc à 1339 dossiers examinés depuis les débuts sur 1289 dossiers examinés en troisième phase jusqu'à juin. On sait que donc ces 116 dossiers ont été transmis à la justice. En gros, la synthèse, c'est qu'aujourd'hui, il y a 116 dossiers qui ont été transmis à la justice par rapport à ces fameux mails et à ces 3 millions d'emails. Qu'est-ce que vous en pensez Bien sûr, je viens d'ouvrir l'antenne 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Bon, il est clair que... Bon, après, j'aborderai d'autres articles. Là, on va parler de neutralité du web avec la censure qui est en train d'arriver, qui a été même votée à l'Assemblée, la censure de notre Internet. Donc, c'est un petit peu après, même s'il n'y a pas forcément un rapport, mais il y a quand même un rapport sur le fait qu'on nous regarde, qu'on nous espionne aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si vous faites du peer-to-peer, n'en faites pas, ça ne sert à rien. Le piratage ce n'est pas bien de manière légale, parce qu'il y a des choses... il y a des choses qu'il faut... la grande question qu'on peut se poser derrière ça, on pourrait rebondir dessus. Ok, en plus on a vu aujourd'hui l'arrivée de Netflix, donc ce fameux américain donc, qui a débarqué pour proposer pour une modique somme par mois, donc je sais plus, c'est pas relativement pas trop cher, pour donc regarder les films, autant de films en illimité. Donc quelque part, il y a l'équilibre entre Adopi d'un côté qui sanctionne parce qu'on va sur des sites de streaming dits illégaux, des streaming illégales, sur des sites internet aujourd'hui, Google, les références, etc., on les trouve pour avoir des derniers films ou des dernières séries. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, j'en parlais dans mes émissions en disant, est-ce qu'on était prêt à mettre 8 euros ou 5 euros par mois en plus pour accéder en illimité à une banque de vidéos comme il se passe donc aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis m'intéresse. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.
Là, il y a une très bonne question de Anne Frénis sur notre chat. Je vous rappelle que nous avons le chat, vous pouvez vous connecter. Chat.ru952.fr, accessible à partir de votre ordinateur, de votre Mac, de votre tablette, votre smartphone si vous voulez aussi. Et si vous avez un Atari sous la main ou un Amiga, on ne sait pas si ça passera, mais on peut tout essayer, pourquoi pas. Donc Anne Frénis qui pose une question, oui effectivement, si on a envie de regarder un film des années 50, parce qu'on aime bien les films des années 50 ou même des années 60, des années 70. J'ai envie de regarder par exemple effectivement la première version Ning de La planète des singes par exemple avec Charleston. Effectivement, si c'est pas dans cette banque, je vais le trouver où, qui le propose, etc. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais on va prendre l'exemple d'Anne Frénis qui dit bon si c'est pas accessible dans leur catalogue, je suis obligé de me rabattre sur du illégal, entre guillemets, sur du peer-to-peer. Après, il faut voir à propos des droits, est-ce qu'il n'y a pas un certain délai sur les droits. Bon, après, faut voir tout ça, hein, effectivement. Donc, vous pouvez réagir en 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Après, sur le pseudo non, c'est un super pseudo, hein. Alors, le peer-to-peer, c'est surtout associé au piratage à la suite des 10 ans de propagande, etc., etc. Bon, après, derrière, faut pas se voiler la face. Le peer-to-peer, ça a été utilisé à 90% pour faire du piratage. Faut être conscient. Ah, vous n'êtes pas chaud aujourd'hui, hein. Bah, c'est parce que vous profitez de ce magnifique temps. Oui, il y a eu un super orage ce matin. Je sais pas si ça vous a réveillé, l'orage de 8 heures. Ça a bien pété, surtout du côté du sud de Paris. Bon, après, ça n'a pas un rapport avec l'informatique, ça, c'est sûr. Donc là, on en parle, hein, sur le nouveau piratage de Netflix et sur ces fameux droits et sur ce mixage. Votre avis m'intéresse, hein. Vous pouvez prendre votre téléphone. Donc 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On accueille Armand pour parler de piratage. Là, on parlait d'Adopi, etc. Salut à toi, Armand. Comment vas-tu? Très très bien. Merci à vous de soulever cette question qui nous concerne. Est-ce que tu peux baisser ton retour parce que, parce que ça fait Hop. un truc bizarre. Voilà. On peut faire des effets spéciaux, hein, si tu veux, mais Voilà, c'est pas le sujet. C'est pas voilà, les pirates sont avec nous, ça s'entend tout de suite, hein. Ou les corsaires avec Albator. Il y a Albator. Les corsaires. Ouais. Oui, alors c'est un beau sujet que tu soulèves. Moi, je voulais juste intervenir sur le fait que on a un fort désir de disponibilité, hein. On veut avoir, en tant qu'internaute, en tant que utilisateur passionné par plein de contenus, assez rapidement et facilement plein d'émissions, de séries, de musique, et que quelque part c'est un peu la rançon du système qui nous a habitués à nous caresser dans le sens du poil pour avoir le plus vite possible ce qu'on a envie, c'est-à-dire à force je vais faire une caricature, mais à force de publicité, de tentation, de multiplication des offres, on nous a quand même entraînés à être
des bons élèves, tout de suite, ici et maintenant, pour reprendre le nom de l'émission. Non, mais après, ça va avec, hein, ça c'est sûr. Hein. Et que du coup, la rançon du système, c'est que les gens sont maintenant prêts à outrepasser dès que possible tous les systèmes de marchandisation, de monétisation pour avoir ce qu'ils veulent. Et comme tout ça c'est un petit peu immatériel, un peu nouveau, c'est sûr que autant, si tu te souviens des campagnes pour dire que voilà, en gros on braquait pas une cassette vidéo dans un magasin, quoi. Et donc on n'allait pas faire la même chose sur Internet, sauf qu'Internet c'est une dimension plutôt un peu impalpable où on n'a pas l'impression de faire du mal, quoi. C'est un peu ça. Là, on va avoir la première face de cette fameuse pièce, hein, du web où effectivement on se sert et on n'a pas cette impression de voler. Hein. C'est ça c'est sûr aussi. Après, là, tu parles d'immatériel. Effectivement, je sais pas, tu vas sur un moteur de recherche XY, même le plus gros moteur de recherche, tu tombes sur des sites de streaming, tu les as en 2 secondes, tu cliques, voilà, c'est ta culpabilité, c'est tu dis ah non, mais faut pas que je regarde ça. Mais si c'est là, c'est là. Donc c'est la fameuse transparence, hein, c'est-à-dire on nous dit voilà, c'est transparent pour l'utilisateur, en gros il voit rien, donc tout est immédiat. Et donc c'est vrai que du point de vue des créateurs et de ceux qui essayent de vivre un peu de leur création, c'est extrêmement préoccupant. On nous sort les droits d'auteur, on nous sort des belles, des notions importantes, hein, mais moi ce que je vois actuellement, c'est que la mise en relation directe entre les utilisateurs, les consommateurs et puis les producteurs, donc les artistes, est quand même en train de se faire. Et que ceux qui sont les plus menacés ou grignotés, c'est les intermédiaires. Donc Netflix, là, ils sont en train de faire un coup assez fort parce que ils font ils captent tout et ils intermédiatisent tout, quoi. Donc on va passer par eux pour un abonnement. Mais on aurait dû faire ça en licence globale, on aurait été beaucoup mieux, quoi. Là, c'est clair que depuis le début, on aurait dû faire ça. Tu vois, les VOD, par exemple, qui sont chez Orange, etc., ou sur d'autres sites internet, où c'est du 2 € le vieux film, c'est clair que c'était du foutage de gueule. Pas totalement, parce que tu peux avoir un coup d'impulsion et puis tu te dis, bon, voilà, c'est accessible, c'est sur ma télé, connecté, c'est sur mon machin, clic 2 €. Tu vois, je pense que beaucoup de gens sont quand même pas si retors au fait de payer, tu vois. A priori, bon, tu veux voir un vieux film, tu l'as pas vu depuis, tu veux le montrer à tes enfants ou j'en sais rien, tu vas sortir tes 2 €, ça va pas non plus t'écorcher, quoi. Donc c'était pas absurde de faire de 36 000 petites offres, mais le vrai truc, c'est que ces consommateurs qui lâchent 2 €, effectivement, un jeune ou quelqu'un d'un peu plus avancé en informatique, il va pas, il sait qu'il y a d'autres chemins plus directs et gratuits. C'est ça aussi, c'est qu'on n'est pas égal devant le piratage. Hein. Après, derrière, effectivement, on n'est pas égal. Aujourd'hui, il y a les newsgroups, hein, parce qu'il n'y a pas que le téléchargement direct ou le peer-to-peer. Il y a d'autres moyens. Tu peux même télécharger sur de l'internet underground, hein, sur le darknet, etc. Tu peux trouver des trucs de A à Z. Le débit n'est pas au rendez-vous sur le darknet. Hein. Ça dépend de l'endroit où tu es. D'accord. Ça dépend, après tu peux avoir tort, etc. Mais ça dépend où tu te trouves, comment tu fais les choses. Aujourd'hui, tu es une personne, je sais pas toi particulièrement, mais ni moi, on peut prendre un exemple de Monsieur X qui télécharge aujourd'hui. Si tu faisais tout le calcul de ce que la personne elle a pu s'envoyer, parce que quelque part, tu parlais de ce besoin, de cette soif de données, cette soif de consommation. Et je sais pas, la personne elle va peut-être télécharger, je vais dire une folie, elle va peut-être télécharger 100 films ou 150 films par mois. Ouais. Tu fais le calcul, c'est énorme. Multiplié par 2 € ou par 3 €, c'est 500 € ou 600 € qui sort si on faisait la comparaison en payant, c'est quand même énorme. Oui, alors complètement. On pourrait tous se faire une grosse amende collective et puis mea culpa et se flageller et dire c'est pas bien. Voilà, c'est pas et bien, puis on lâche quelques milliers d'euros pour repartir à zéro. Mais moi, je crois que le phénomène plus largement, là, si on prend du recul dans le temps et l'espace, c'est que l'humanité a soif d'elle-même, a soif de sa créativité, a soif de sa richesse, a envie de voyager par les films, les jeux vidéo, la musique, toutes les médias, les œuvres de création médiatique, parce que une sculpture ou une peinture c'est plus difficile à partager, hein, on le sait, et donc
voilà, l'humanité a envie de s'envoyer en l'air avec elle-même, et ce qui était jusqu'à présent une forme de modèle économique, on va dire, mais on pourrait traduire modèle économique par un système de contraintes jouant la raréfaction, ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès. Donc on assiste à une magnifique et énorme démocratisation de la connaissance. Enfin, ouais, on peut dire que l'art c'est la connaissance aussi, hein. Et donc de l'art et de la connaissance et de la science. Et face à ça, je pense que ça va être, j'espère, très difficile de revenir en arrière. Et ça va obliger le système, là je suis un peu utopiste peut-être, mais je crois que c'est un fait, là, t'as Rifkin, là, t'as Jérémy Rifkin qui vient à Paris, là, qui raconte que le capitalisme a pas compris qu'il était en train de saper les bases de sa propre... merde, putain, je dois avoir un livreur qui passe, attends. Ouais. Ah là là, de sa propre base, et donc, voilà. Quoi. C'est du live, allez-y. Vas-y. Non, après, bon, après, vous pouvez réagir, hein, sur le chat, hein, vous pouvez bouger un petit peu. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, l'utilisateur, il est à vif de connaissances et de données, hein, sur le web. Et après, tu vois, est-ce que tu te rappelles de l'application à l'époque qui s'appelait Audio Galaxy, hein? Oui. C'était du peer-to-peer, c'était ignoble parce que moi je suis quand même pour je suis pas pour le piratage, hein, mais je suis pour quand même les droits d'auteur parce qu'il faut, pour la rémunération des créateurs. Ouais, faut la rémunération des créateurs. Mais derrière, c'était le plus de ce truc-là, j'ai trouvé des titres qui étaient impossibles à trouver. Mais vraiment. Oui, clairement. Donc c'était impossible à trouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, ok, il y a du piratage d'un côté, mais de l'autre côté, on trouve des merveilles. C'est le principe du web, de l'Internet, de trouver des merveilles, des choses magnifiques à ce propos. D'accord. Attends, de toute façon, à partir... je pense que ce qui compte, c'est les créateurs. C'est-à-dire que si demain, on te mettait dans chaque système que tu pirates gratuitement un petit mot en disant « Voulez-vous aider la personne qui a fait ce truc » et que tu puisses faire une sorte de don généreux... Attendez, excusez-moi, André. Don généreux, de quelque chose de sympa. Mais ils voient pas ça. En fait, c'est pourquoi ? Parce que c'est une histoire de manière de gérer leur business plan, et le business plan, il rentre pas dans ce format-là. Aujourd'hui, là, par exemple, Netflix, ce qu'ils ont compris, ils ont fait non, mais ça sert à rien de lutter contre les sites, etc. On sait pertinemment qu'en faisant un abonnement à 8 € par mois, on a une méga base de données de séries, même que c'est pas forcément des séries, des nouvelles séries, mais il y a quand même des séries qu'on est prêt même à revoir. Moi, il y a des séries que j'étais prêt à revoir, que j'ai vues il y a 4 ans, je les regarde à nouveau, hein. Les bonnes séries, je n'hésite pas. Netflix, ils ont compris, il faut changer la manière le business plan de manière comment il faut gérer les choses. C'est un manque d'invention, parce que quelque part, tu vois, il y a une sorte de comment dire, d'aveuglement, au sens où Netflix, ils ont réussi à concentrer les bases de données. C'est celui qui a agrégé le plus gros système. Effectivement, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête aussi. Tu mets 8 €, tu dis ok, c'est comme je m'abonne à une chaîne de télé, satellite ou n'importe, et puis je suis pas emmerdé. C'est bien, enfin c'est bien au sens où ça apporte une base de tranquillité, parce que je pense que pour beaucoup de gens, c'est vrai que c'est une galère de tout le temps, à chaque objet qu'on veut, parce que, attends, franchement, le piratage, c'est vraiment quand même une galère, hein. Tu tombes sur une version russe, tu tombes sur une version où, alors c'est autre chose qu'on te refile au moment où tu pensais que... Enfin, c'est quand même assez pénible. Et des fois, tu peux tomber sur des sous-titres qui sont super mal traduits, et derrière, même, c'est pas la bonne traduction, ils mettent des conneries. Ça déraille au milieu, limite, demain, on va peut-être avoir des publicitaires qui vont t'entrelarder les machins, ou les sectes, ou je ne sais quel système de fou qui va dire, finalement, c'est une zone de non-droit, le piratage, donc on y va. Et même, on sait bien d'ailleurs que même les entreprises légales, elles ont brouillé, elles ont balancé plein de junk, enfin de fichiers pourris pour rendre le truc... Des boucles, ils ont fait des boucles. Donc c'est les junk, c'est des boucles de 5 minutes, le film commence, et subitement, paf, on comprend pas, ça fait des boucles, c'est des boucles de 1h30, et c'est des boucles de 1h30. Énorme. Et c'est en HD, et le pire c'est que c'est en HD. C'est super propre, on y croit à fond, et derrière c'était une bonne blague, merci. Bon je vais aller à Netflix maintenant. Netflix. Mais c'est marrant parce que Netflix, il n'y a qu'une lettre, hein.
Ah bah Et je crois que après, faut pas faire la pub à Netflix, mais Netflix, c'est juste, on va prendre le concept du business et la manière de oui, penser et de voir les choses. ouais, Aujourd'hui, toi, tu es prêt à mettre 8 euros par mois pour avoir accès à ce genre pourquoi pas dire Netflix, hein, je vais pas leur faire de la pub, mais ce mm. genre d'abonnement, de toi à moi, toi, tu es prêt à mettre 8 euros par mois pour accéder à leur Écoute, banque. je consomme pas assez de produits audiovisuels pour être prêt à mettre 8 euros, mais je connais plein de gens qui mettraient 8 euros. En gros, moi, je regarde plus grand chose. Je suis plutôt dans la vie réelle Mm. ou informatique, mais en version, voilà. Je suis pas consommateur, je suis acteur, quoi. Donc pour moi, téléviseur, téléspectateur et tout, de temps en temps, ça relâche, mais dans ce cas-là, c'est le cinéma. T'es acteur dans des films Ouais, moi, je regarde le cinéma. Enfin, je vais au cinéma. Tu vois. Ok, ouais, d'accord. Je suis pour l'expérience, Ok. tu vois. Et pour moi, l'expérience, bon, alors malheureusement, le cinéma, bah, tu loupes des trucs, donc t'es obligé de les rattraper, etc. Mais voilà, moi, j'étais accro à la télé, comme beaucoup, et puis voilà, j'ai réussi à. Il y a une différence entre être scotché devant la télé, avoir le choix Oui, de t'as regarder raison. la série qu'on veut, parce que Ouais. perso, moi, je regarde pas la télé, hein. J'ai pas la télé. Mm. J'ai pas la télé, Ouais, j'ai ouais. pas de télé. Déjà, c'est bien parce que je paye pas la redevance, c'est Ouais. parce que j'ai pas envie de payer pour des émissions Ça qui sont fait pas petit forcément. stop, quand même. Voilà. C'est Ah pas que ouais. l'idée, c'est pas que l'idée de la redevance, hein, mais c'est surtout vu les émissions qu'il y a et la qualité des émissions, Ouais. j'ai pas envie de devenir un ange de la télé-réalité version cyberculture. Oui, Et oui, oui. perdre 200 neurones. C'est un peu castrant, les anges. C'est- Ouais, non, mais c'est l'exemple que j'ai donné, mais j'aurais pu prendre d'autres émissions qui te rendent bête. Ouais. Mais il y a un autre truc quand même enfin moi, il y a un truc qu'on n'évoque pas beaucoup sur la tension entre les grands serveurs centrales payants, abonnés, là, les grands systèmes d'abonnement, on peut appeler ça un système d'abonnement, et le piratage. C'est qu'en fait, dans le piratage, il y a quand même une joie particulière qui est celle d'aller fouiller, d'aller chercher, ouais, un petit peu le côté brocante, tu vois. C'est comme si tu avais d'un côté le supermarché où tu as tout, mais tu as un ticket d'entrée, puis l'autre c'était la brocante, et c'est un peu du troc, c'est un peu du... Enfin bon, c'est pas du troc parce que tu donnes rien en échange, mais voilà. En tout cas, tu as ce plaisir. Et moi, je pense que beaucoup d'internautes sont, à travers la recherche et puis le côté... c'est vrai, un petit peu... On a tous envie d'être des héros... du côté non pas obscur mais du côté décalé de la réalité, quoi, un peu alternatif. C'est Et il me semble que c'est le principe de l'avatar, hein. C'est une espèce d'avatar, on est sur le web, on a un pseudo, on est une autre identité, hein. Les gens qui vont... complètement, Voilà, on peut se réinventer, on peut aussi s'encanailler au sens peut-être se prendre pour un brigand. Là on est plutôt quelqu'un de très bien dans la vie, et tant mieux. Et donc je pense que le piratage, de toute façon, cette charge de piratage au sens le plaisir de la transgression, quasiment le web a généralisé ça, tu vois. C'est-à-dire qu'autrefois, pour être pirate, fallait faire quoi? Fallait être klepto dans les supermarchés, fallait éventuellement, enfin, les formes d'illégalité. Alors tu pouvais être un peu borderline en falsifiant une signature, un dossier au boulot pour différentes choses, quoi. Mais moi, je pense que le jeu du piratage, on peut dire, parce que c'est un petit côté ludique, un petit côté sympa. Et quoi qu'on en dise, ça va un peu avec l'informatique, hein, quelque part. Hein. Quand tu es sur un écran, tu cliques, t'as quand même cette jouabilité presque inhérente au web, aux hypertextes, aux clics-clics de Ouais. site en site. Après, le piratage en soi, il a explosé depuis qu'il y a le web. Après, Ouais. effectivement, à une époque où on était tous encore à la VHS, on piratait les cassettes, les trucs comme ça, on faisait des copies. Après, tu avais des espèces de protection de copies. Donc, quand tu copiais, ta VHS était sale. Bon, après, au point de vue de l'informatique, c'était piratage de logiciels. Où derrière, là, c'était un peu plus du passe-passe, de CD à CD ou de disquette à disquette. Ouais. C'est sûr que le piratage, il a toutes ses formes aujourd'hui, hein. Ah oui, et puis je crois que c'est devenu presque une compétence, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense personnellement que c'est comme, enfin, je pense qu'un individu de la société du XXIe siècle a intérêt d'avoir une petite compétence piratage, quoi. Au sens où c'est ce qui va lui permettre demain d'échapper à certains systèmes de profilage, de s'approprier des choses. Enfin, c'est comme il y a des métiers où si tu sais pas falsifier une signature, t'es mal barré parce que ton patron est jamais là, parce que c'est pas que tu sois un falsificateur dans l'âme, mais on va dire que c'est une compétence que tu peux mettre au service de situations où tu dois gérer un problème, quoi. Hein. Et ben un peu de la même manière, demain on te dit oui, trouvez-moi les 40 minutes les plus sexy, je sais pas quoi, du cinéma. Hop,
un coup de scan web, etc. Et que ce soit pour des profs, pour des élèves, pour des résumés, j'en sais rien, finalement, savoir pirater ou trouver les ressources en mode gratuit, parce que si on commence à mettre 2 € dans chacun, ou aller dans Netflix en mode je fais une capture et c'est brouillé, on n'en sort pas, quoi. Donc, mais je crois qu'après, tu as des lois sur de l'utilisation personnelle, etc. Si Oui, c'est pas c'est public, vrai. donc après, tu as le droit de l'utiliser, des extraits si tu le vends pas, et c'est pour Oui, l'état c'est privé. pas à début de commerciaux, Voilà, ouais, c'est voilà. vrai. C'est vrai, mais encore que là-dessus, il y a encore un énorme progrès à faire. Et ça, il y a des gens qui... Enfin, c'est pas réglé. C'est qu'en gros, si tu veux prendre, je sais pas moi, 5 minutes d'un jeu vidéo ou d'un film ou d'une ressource pour en faire une citation dans une conférence ou dans un moment collectif, tu vois, qui est pas du tout, pour lesquels les gens payent pas, hein, ou alors peut-être pas une entreprise, mais ouais, enfin à la limite une formation continue, enfin bref, une situation de réflexion collective, autant tu as le droit de la citation pour le livre, où tu peux citer Proust 4 lignes, ou quelques lignes pourvu que ça soit pas des pages entières, on n'a pas l'équivalent en audiovisuel à ma connaissance, et je signale que ça c'est un gros enjeu collectif, parce qu'on peut pas aujourd'hui diffuser à des fins de connaissance des extraits vidéo, audio, vidéoludiques, etc. Et ça, j'en profite pour le dire sur les ondes, pour mobiliser un peu. Ça, c'est un droit qu'il faut absolument faire valoir si on veut ne pas être prisonnier de tous les systèmes qui vont nous mettre dans une parano. Soit tu pirates, soit tu payes à gogo et t'es devenu une sorte de chèque en blanc, de donneur volontaire, quoi. Mais c'est vrai que quelque part, c'est un droit, c'est ce que tu parles, c'est quand même un droit d'accès à l'information, c'est tout. Ouais. C'est- À de la c'est- discussion, si tu analyses, Mm. je sais pas, demain on analyse Matrix, justement le film, et puis qu'on découvre que tu as des opérations de neuromarketing pour te laver le cerveau, je sais pas quoi, si tu le fais en public, on pourra te dire, oui mais attendez, vous n'avez pas payé les droits du film. Donc tu vois, il y a quand même aussi, ça c'est une dimension là qui me vient à l'esprit, qui est peut-être un peu décalée du piratage, mais enfin moi je sais que je connais des personnes qui sont obligées de pirater pour pouvoir travailler sur la connaissance, pour analyser, pour réfléchir, pour... Ouais, bah ouais. pour... T'es obligé de faire pareil pour faire du rétro-engineering sur des trucs, ça peut être logiciel, ça peut être musique, ça peut être tout, c'est plein de choses. Ouais, mais alors rétro-ingénierie, à la limite, on peut dire que ça va être pour faire du fric derrière, tu vas démonter le système pour refaire la même chose. Moi, je parle déjà juste des pédagogues, tu vois. Aujourd'hui, on dit il y a une fracture numérique, enfin, on dit Ouais. ça date. Mais je veux dire, il y a quand même énormément de... Tu vois, même la culture des séries, c'est rentré à l'université, on dit voilà, il y a des séries qui sont intéressantes, ça parle du monde contemporain, c'est important, tu vois. C'est des œuvres de l'esprit. Et je pense que pour tout le champ de la connaissance gratuite, qui est l'université, les associations... les conventions, machin, du monde du gratuit, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait, voilà, moi je t'ai appelé en fait au départ parce qu'en fait moi je réfléchis pas mal à la question de l'économie de la gratuité, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la gratuité et comment on s'arrange pour qu'il y ait des domaines qui soient hors marché, pas atteignables par le marché, et d'autres qui sont marchés, il n'y a pas de problème, le marché, on va pas le killer comme ça, pour l'instant, on n'a pas les moyens de le remplacer encore, ça va venir peut-être avec l'informatique à force, mais et du coup, voilà, et cette histoire de piratage, c'est une sorte de parano qui nous empêche de réfléchir à la gratuité, voilà. C'est une parano, c'est surtout le fait qu'ils ils ont l'impression, c'est pas qu'une impression, ils ont les poches trouées. Et Oui. ils savent pas contrôler, ça fait peur. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une vieille dame quelque part qui doit se rajeunir, qui doit trouver Ouais, enfin, il y a l'euthanasie enfin. aussi, hein. Je suis désolé, mais non, je déconne. Non mais c'est Non. une image, Oui. on en porte sur une image, c'est une image, Non, c'est qu'à un moment non. donné il faut changer. La musique, ils ont fait les changements, voilà. Dans le jeu vidéo, on va prendre l'exemple du jeu vidéo. Le jeu vidéo, on n'a jamais entendu, on les a jamais entendus en train de gueuler en disant, écoutez, Adopi, tout ça, vous téléchargez tel jeu, nous c'est pas bien, on perd de l'argent. Pourquoi? Parce que Si, mais- quand même, hein. T'as des grands éditeurs qui arrêtent pas de faire on va pas les citer, qui quand même font des campagnes anti-piratage régulièrement, hein. Ils font des campagnes anti-piratage, mais le fait que ce soit mis en avant dans les médias,
Ah oui, vraiment, oui. mais vraiment dans les médias. C'est-à-dire que quand on parle d'Adopi, quand tu Oui, penses c'est à vrai. Adopi, tu penses à quoi? Tu penses à MPEG-3, donc Ouais, c'est ça. musique et vidéo. Derrière Ouais, le c'est mass peer-to-peer, media. tu as des téléchargements illégaux. Tu as des jeux, Mhm. etc., etc. Dans le business de Eidos, Ubisoft, etc., ils ont une stratégie pour lutter contre ça. La stratégie, c'est quoi, par exemple? Ils savent pertinemment, à l'époque de la PS3, qu'elle Ouais, était infranchissable, impiratable, même s'ils l'ont craqué après, hein. Ça, ouais, c'est une réalité, hein. Ils se sont dit, dans notre business, il faut lancer d'abord ce jeu-là sur la PS3, parce ouais, que on va faire tant de chiffres. Après, au bout ouais. de 6 mois, 7 mois, on va Ouais, lancer t'as une le jeu sur chronologie des PC. médias, ouais, c'est vrai. Voilà, on va le lancer sur le PC et on sait que sur le PC, il y aura 50, je veux dire une connerie, il y aura 20% de piratage sur ce Ouais, logiciel. Mais on aura ouais. déjà fait notre beurre, notre argent sur le jeu sur la PS3. C'est des stratèges. Ah ouais, clairement, ils ont intérêt à l'être, on peut le comprendre. Il y a des investissements colossaux, il faut bien quand même rentrer dans ses frais. Mais ce que je veux dire, ça nous prend otage, c'est piratage, c'est un peu... C'est-à-dire qu'en fait, l'option, soit on pirate, soit... Voilà, quand tu vois que soit on pirate, soit on paye, je pense que c'est une option binaire qui me pose problème parce que je pense qu'il y a des débats à avoir sur le droit commun, le droit public, les licences libres, sur des œuvres qui peut-être auraient d'autres modes de rémunération plus directs, là, comme on disait, c'est-à-dire tu vois une œuvre et hop, ça te plaît, tu contribues à la prochaine œuvre du mec, tu vois, peut-être, plutôt que à la limite, ou des systèmes d'encouragement, ou une gamification peut-être de la consommation qui fait qu'à la limite, t'es super content de devenir un mécène, t'es consommateur mécène, t'es pirate mécène, j'en sais rien, tu vois, il y a peut-être des catégories, des structures à monter, ou des systèmes là pour sortir de cette option soit piratage, donc tu es illégal et soit tu es dans le rang. Je pense que ça couvre pas l'ensemble des cas de figure. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois exactement. Après, c'est à réfléchir, c'est à réflexion. On va laisser peut-être les autres auditeurs, hein, s'ils veulent Ouais, intervenir là-dessus, ouais. se poser, hein. Voilà, c'était ma contribution en tout cas Merci au à débat. toi. Merci à toi. Merci. Ciao. Profite de la journée. Ciao. Radio SI maintenant, c'est Cyberculture. Là, on parlait d'Adopi, on parlait de piratage, de films illégaux en téléchargement. On appelle ça aussi tout ce qui concerne le streaming, hein. Je vous rappelle, hein, que nous avons un chat, hein, qui est ouvert, un chat.rim952.fr et on se retrouve tout de suite après ça. Petite info, hein, là on fait juste une maintenance sur le streaming internet, donc s'il y a coupure, n'ayez pas peur, on revient. 10 minutes. Hein.
about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life, I want you more than anything in my life, I'll miss you more than anyone in my life, I love you more than anyone in my life. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Oui. Alors, Cyberculture, là, on était à débattre tout à l'heure avec un auditeur. Bien sûr, l'antenne est ouverte. On va aller sur un article concernant le blocage de sites internet incitant au terrorisme. Je vous rappelle sur le chat. Donc on fait juste une petite maintenance sur le streaming. Donc d'ici quelques minutes, un bon 10 minutes, ça reviendra. Il y a Ustream, donc notre télévision expérimentale sur RIM, sur notre site internet, www.icietmaintenant.com avec les caméras, donc notre télévision expérimentale, et suivre nos émissions de radio. Donc un chat.rim952.fr, il y a du monde. Bonjour à ceux qui sont connectés depuis le début de l'émission. Donc moi ce que je vous propose, donc c'est continuer cette petite revue de presse et d'intervenir de votre côté, de décrocher votre téléphone et de discuter avec moi à propos de ce prochain article. L'Assemblée nationale adopte la loi sur le blocage des sites internet incitant au terrorisme. Donc au mois de juillet, donc Bernard Cazeneuve présentait un projet de loi antiterroriste dont une partie abordait la sphère internet. Finalement, l'Assemblée nationale a adopté donc une grande partie du programme. Donc c'est une grande partie du projet de la loi antiterroriste de Bernard Cazeneuve qui a été donc adopté par l'Assemblée nationale avant de se présenter au Sénat pour une validation définitive. Donc l'Assemblée a ainsi donc validé plusieurs mesures défensives par le ministre de l'Intérieur, notamment celles concernant le renforcement des mesures de contrôle sur les sites et plateformes prônant l'apologie du terrorisme et en incitant au passage à l'acte. Le projet de loi devrait ainsi permettre aux instances régulatrices et aux autorités compétentes de disposer davantage de pouvoir pour permettre le blocage de sites en question. Sur le principe, le projet de loi se base sur l'OPSI 2 qui permet aux autorités de forcer un fournisseur d'accès à Internet à bloquer un site, par exemple pédopornographique ou en rapport direct avec des actes criminels. Donc l'article de loi du projet proposé afin d'obliger donc les FAI à bloquer l'accès aux sites provoquant aux actes de terrorisme ou faisant l'apologie. Donc les députés
ont ainsi débattu des modalités de cette surveillance et des conditions de son application. L'éditeur de site internet visé par le blocage sera donc considéré comme un responsable de la diffusion des contenus incitant au terrorisme. Si ce dernier ne peut pas être identifié, le fournisseur d'accès internet ou l'hébergeur seront donc obligés de bloquer les sites par les DNS sur ordonnance des autorités administratives. Mais le texte va plus loin en obligeant également les fournisseurs et hébergeurs à opérer une surveillance limitée sur les blocages de ces sites internet. Ils devront donc mettre en place des moyens permettant aux internautes de reporter ce type de contenu, puis s'assurer que le contenu ne sont effectivement plus accessibles depuis leur service. Après blocage, reste que la mesure soulevait déjà quelques critiques, notamment celle de l'inefficacité du blocage par les serveurs DNS. Donc les serveurs DNS, juste petite parenthèse, pour vous rappeler à quoi ça correspond, ça permet, lorsque vous tapez www. Un nom de site internet, par exemple www. Votre site internet.com, le serveur DNS va être interrogé et en fonction de cette interrogation, il va fournir l'adresse IP, donc comme un numéro de téléphone, et ça va permettre donc d'être redirigé vers le serveur, donc vers l'ordinateur qui héberge le contenu de ce site internet. Il y a des parades qui fait qu'on n'est pas forcément obligé de passer par des DNS, on peut créer son propre serveur DNS et tromper le fournisseur d'accès internet. Donc comme je le disais, reste que l'inefficacité donc, de ce fameux blocage. Donc le Conseil national du numérique évoque déjà la question en indiquant que de nombreuses techniques permettent d'échapper à ce fameux filtrage de l'Internet, serveur mandataire, tunnel. Donc les tunnels, c'est le fait de ne plus de se connecter sur un serveur, par exemple à l'étranger, à l'aide d'un logiciel qu'on appelle donc VPN aussi, donc Virtual Private Network en anglais, donc réseau privé virtuel, qui vous permet d'avoir par exemple une adresse IP russe, une adresse IP suisse, une adresse IP colombienne, etc., etc., etc. J'aurais pu prendre un autre pays qui n'est pas, on va dire, assujetti aux lois sur le filtrage de l'Internet, donc sur la neutralité du web. Donc le changement d'hébergeur aussi, bien sûr, pour le contenu, ou les rotations d'URL. Donc c'est-à-dire que c'est des URL qui sont éphémères, ou des botnets, ou des changements DNS accessibles par tous. Outre le risque de surblocage également évoqué, il est également estimé que chasser la partie visible du terrorisme sur Internet n'aura pas pour effet que de repousser les plateformes vers des espaces plus sécurisés du web, avec pour effet une surveillance plus complexe des organismes de sécurité nationale. Qu'est-ce que vous en pensez donc sur le chat, hein, faut bouger un petit peu là, là qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet article, hein, donc sur quelque part on sort de la neutralité du web. Pourquoi? Parce que la première question qu'on peut se poser, va-t-il pas avoir des abus vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'un organisme gouvernemental? Il n'y aura-t-il pas des abus sur le fait de dire, bon bah voilà, tel site ne rentre pas dans tel cadre? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Donc le flux streaming est revenu, hein, donc normalement il n'y a plus aucune difficulté, et on se retrouve d'ici quelques instants.
Radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. Là, on a écouté Limitless, le soundtrack du film, avec cette fameuse pilule qui nous rend un peu plus intelligent. Donc là, oui, effectivement, le flux streaming est en cours de relance, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc un chat qui est ouvert, chat.rim952.fr, ouvert le samedi de 14h à 18h pour retrouver nos deux émissions, Cyberculture de 14h à 15h30 et dès 15h30, donc dans une bonne demi-heure, on retrouvera Olivier qui est chaud bouillant pour l'émission Hotline. Alors un débat sur quoi? Sur quoi, Icom? Dis-moi, un débat sur quoi? Je vais revenir sur cet article que j'ai abordé juste avant la pause musicale de l'Assemblée nationale qui adopte la loi sur le blocage des sites internet. Dans cette lecture de cet article, lorsqu'on prend un peu de recul, on se dit mais quelque part, voilà, on va avoir un internet à plusieurs vitesses, à plusieurs accès. On va finir par revenir en mode à l'ancienne. On va revenir à l'ancienne comme sur le Minitel avec des limitations un petit peu comme AOL. Rappelez-vous, avec les gens qui n'allaient pas au-delà du portail d'AOL. C'est possible que si on va avoir un full access, donc un plein accès à Internet, il faudra avoir un espèce de pseudo-pass, un pass qui dit qu'on est identifié en tant que personne fichée. Donc on peut avoir un espèce de level 1, level 2, level 3, level 4, qui nous permet d'accéder au fur et à mesure à une certaine couche de l'Internet. Par exemple, si on est identifié base, on a un accès base chez un fournisseur d'accès, on pourra aller simplement sur une première couche de l'Internet et forcément ne pas profiter pleinement de ces données. Donc j'extrapole, bien sûr, je vois dans un délire 1984 où derrière, si on n'a pas un pass de niveau 4, on ne peut pas aller en profondeur sur le web. En parallèle à quelque chose qui existe aujourd'hui, l'HTTPS, donc vous voyez les sites sécurisés à plusieurs niveaux, donc on a plusieurs niveaux sur l'HTTPS avec tout ce qui concerne, là, vous voyez, même quand vous allez sur le site bancaire, maintenant il y a une espèce de barre verte qui apparaît avec le nom de la société et son pays pour pouvoir identifier que c'est un site légitime. Imaginez-vous que peut-être demain, on devra payer peut-être un abonnement qui nous coûte, 150 € par mois, un abonnement Internet qui va dire c'est bien moi, telle personne, etc., pour être identifié et en dire on a telle autorisation pour pouvoir avoir un plein accès sur Internet. C'est comme acheter une voiture et on va prendre l'exemple de la voiture. On achète une voiture, vu qu'on n'a pas pris toutes les options, les options sont bloquées, voire inexistantes. Et si on met derrière plus d'argent, on peut accéder à plus de services. Imaginez-vous un futur comme ça en France de notre Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Après, non, qui a changé de caractère sur non. On a dit non, t'as voté non, t'étais parti en Écosse, t'as refusé l'indépendance, ok. Donc non, je vais répondre à ta question subtile. Je fais juste, j'imagine, un abus sur cette loi, une évolution sur cette loi qui va mettre notre Internet français sur, peut-être, dans une évolution future, donc je pars avec un si, à plusieurs niveaux. Donc fracture numérique, neutralité du net 0, parce qu'aujourd'hui j'extrapole, je pars dans un futur conditionnel pour bien comprendre. Imaginez-vous que derrière, après on fait évoluer cette loi, où derrière on va avoir un internet, ou des internets, on va faire une espèce d'accouplement, des internets à plusieurs niveaux. Il faudra être identifié, être bien, on pourra savoir qui fait quoi. Par exemple, je vais dire une bêtise, on va quand vous irez, un petit peu comme les boîtiers maintenant qui vendent les clés HDMI là, que vous mettez derrière votre télévision, vous avez un accès à vos sites de vidéos en ligne comme Dailymotion ou YouTube, etc. Et vous avez une limite. Vous avez une certaine limite, c'est filtré, vous ne pouvez pas tout voir, contrairement quand vous êtes sur un PC. Donc on vous limitera, on vous mettra dans une cage numérique et vous ne pourriez pas accéder forcément à toutes ces données parce que vous serez sur un Internet limité. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Qu'est-ce que tu en penses? Non,
C'est parce que tu as l'air d'être super chaud. Donc j'attends ton avis aussi, hein, ICOM, les Wii Majax, etc. etc. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Décrochez, je vous attends. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture, hein. Sur le chat. Alors non, je faisais une blague sur Star Trek et Star Wars sur le blocage décide, tu ne l'as pas comprise. J'ai surtout pas lu entièrement, donc il faudra m'expliquer un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, sur le chat, sur est-ce que vous pensez que quelque part l'évolution peut-être de cette loi, et vous qui écoutez l'émission, est-ce que ça vous fait pas paniquer en disant quelque part ils vont nous mettre dans une, bon, même si c'est déjà fait, mais ils vont faire évoluer l'internet, mettre ça vraiment casé tout le truc. Il y aura pas de sentiers, il y aura des sentiers battus, mais on ne pourra pas sortir de ces sentiers, chercher des choses inédites. On nous coupe quelque part nos droits numériques, le fait d'accéder, on va peut-être nous couper. Oui, je fais peut-être une paranoïa, mais non, ça peut arriver. Là, le fait de filtrer, c'est la neutralité du net qui est en jeu. On va passer à un autre article, hein, si ça n'a pas l'air de vous intéresser, que vous préférez rester comme cette grenouille à cuire délicatement dans l'eau bouillante. Allez. Vous voulez pas réagir, mais je vais réagir avec ce poème récité par Laurent. Pour se dire, hein, peut-être il y aura un futur comme ça, même si on y a déjà un peu dedans. Allez. L'histoire de la grenouille chauffée lentement, par Olivier Clerc, écrivain et philosophe. Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Et puis, le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement, elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper. L'eau est maintenant chaude. Et c'est un peu plus que n'apprécie la grenouille. Elle se fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude, et la grenouille commence à trouver cela désagréable. Mais elle s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température continue à monter, et la grenouille finit tout simplement par cuire. La grenouille est morte. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l'aurait éjectée de la marmite. Cette expérience montre que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Si nous regardons ce qui se passe dans notre société depuis quelques décennies, nous subissons une lente dérive à laquelle nous nous habituons.
Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans ont été peu à peu banalisées et nous dérangent mollement à ce jour, ou laissent carrément indifférents la plupart des gens. Au nom du progrès et de la science, les pires atteintes aux libertés individuelles, à la dignité, à l'intégrité de la nature, à la beauté et au bonheur de vivre, s'effectuent lentement et inexorablement avec la complicité constante des victimes, ignorantes ou démunies. Les noirs tableaux annoncés pour l'avenir, au lieu de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement le peuple à accepter des conditions de vie décadentes, voire destructrices. Et le gavage permanent d'informations de la part des médias sature les cerveaux qui n'arrivent plus à faire la part des choses. Lorsque j'ai annoncé ces choses pour la première fois, c'était pour demain. Maintenant, c'est aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas, comme la grenouille, déjà à moitié cuit, donnez le coup de patte salutaire avant qu'il ne soit trop tard. Au fait, ne sommes-nous pas déjà à moitié cuits ? Je vous rappelle donc cette histoire de la grenouille, chauffée lentement, d'Olivier Clerc, écrivain et philosophe. Radio ici maintenant, c'était la grenouille, c'est cyberculture. J'ai mis la grenouille simplement pour dire l'évolution de l'internet, ça peut finir comme ça, juste non, qui met une petite réflexion. Donc William transpose le réseau internet avec le réseau hertzien du début des radios amateurs. Au bout d'un moment, c'est régulé et les premières radios amateurs, ils ont vu tout cela se dégrader aussi mal que ce que notre génération va voir au sujet de l'internet. Et puis dans 40 ans, ce qui t'agace parce que tu le vis en ce moment, les gens trouveront ça normal car ils n'auront pas connu l'internet d'avant. L'internet libre, l'internet tout simplement, la neutralité du web, on en reparlera dans 40 ans, c'est un peu ça, hein, non, c'est son pseudo, hein, bien sûr, hein, sur le chat, je vous rappelle qu'il y a une seule adresse, chat.rim952.fr, accessible à partir de votre ordinateur, de votre tablette. Et si vous avez un peu du mal à retenir, rendez-vous sur notre site internet www.icietmaintenant.com. Vous pouvez aussi nous appeler dès à présent au 08 92 23 95 20. On va passer à un autre article. Là, cet article-là, à première vue, ça vous a fait un peu réagir sur le web, et on va parler d'autre chose. On va parler du droit à l'oubli. Qu'est-ce que le droit à l'oubli ? Le droit à l'oubli chez Google, donc le fameux moteur de recherche. C'est notre e-réputation. Et tout à l'heure, sur le chat, on mettait des photos. Des photos tirées où on voyait François Hollande ou d'autres personnes qui essayaient, bien sûr c'est des trucs satiriques et comiques à prendre au 40e degré, on va dire même une personne X ou une personne Y qui a besoin de retirer son nom et son prénom parce que ça peut lui porter préjudice au point de vue personnel, au point de vue professionnel, et derrière le CNIL s'inquiète sur le droit à l'oubli chez Google. Donc le feuilleton du droit à l'oubli imposé à Google et de la CNIL continue de plus belle. À la veille des premières consultations publiques, la commission tape du poing et demande à Google de changer de discours. Google tiendra donc une première session de consultation publique le 25 septembre prochain en France, avec pour objectif de tenter d'orienter l'opinion des utilisateurs et des instances régulatrices sur la nécessité de revenir sur la décision de la Cour de justice européenne afférent au droit de l'oubli. Donc depuis le 13 mai dernier, la CJU impose aux acteurs du web de permettre aux utilisateurs d'Internet de demander le retrait d'informations jugées inadéquates, pas au plus pertinent ou excessif au regard des finalités de traitement du moteur de recherche. Google, principal concerné à 95% d'occupation de la part de marché en Europe, a rapidement critiqué la décision qui l'oblige à dédier une équipe entièrement au traitement des requêtes et à monter un jury afin de décider de l'issue des cas les plus complexes. Dans son sillage, Google a trouvé donc quelques alliés comme Wikimedia et certains groupes de presse qui voient dans le droit à l'oubli une possibilité offerte de modifier l'information et de procéder à une censure pure et simple de l'Internet. En rebond, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, sur la neutralité du web. Peut-on faire le rapprochement ? Point d'interrogation. Vous pouvez appeler un 08 92 23 95 20. Google cherche donc à prouver combien le droit à l'oubli va en opposition du droit à l'information et profite à une censure aveugle et orientée sur Internet. Reste que pour la CNIL et Isabelle Falquet-Pierre-Hortin, Google fausse les débats afin de se dégager de sa responsabilité. Google a savamment donc entretenu cette ambiguïté pour provoquer une polémique autour de la censure des moteurs de recherche et discrédite le droit à l'oubli. Car effectivement,
effectivement, les articles en question ne disparaissaient pas de la toile. Ils sont simplement supprimés des résultats de recherche de Google. À chacun peut donc continuer d'y accéder par une recherche traditionnelle depuis les sites qui les hébergent. Reste qu'avec 95% de la part de marché, le moteur de recherche Google, largement utilisé par les internautes, participe tout de même à une forme de censure par omission. Donc pour Rémi Matisse, président de Wikimedia France, la position change quelque peu et à trop en faire. Google dévoile un jeu assez malsain. Google a joué la carte de la maximalisme de sa façon. Ils veulent donc montrer l'absurdité de cette décision de justice. Désormais, ce sont les chiffres que la CNIL et Google s'opposent. Le dernier indique avoir reçu 8011 requêtes en France, dont plus de la moitié ont été jugées recevables. Dans le même temps, la CNIL indique avoir reçu des dizaines de lettres de plaintes liées au refus de Google de procéder à un déréférencement pourtant judicieux suite à la séance plénière du G29 qui s'est tenue à Bruxelles ce début de semaine. Les autorités européennes de protection des données ont annoncé souhaiter surveiller de très près les plaintes reçues par le CNIL d'Europe. Pour l'occasion, un tableau de bord pour faciliter l'identification des plaintes et les cas les plus complexes ont été créés, de quoi mettre toujours plus de pression sur Google et surveiller les refus de déréférencement. Donc simplement le référencement, aujourd'hui je vous rappelle que Google va aspirer un site internet, quand je dis aspirer, ça va récupérer le document, une copie carbone du document, et à partir de ce document, s'il y a votre nom, prénom, etc., avec de la diffamation ou autre derrière qui peut vous porter préjudice, et Google se dit, écoutez, moi j'ai pas assez de potentiel, j'ai pas assez de potentiel, je vais pas mettre une équipe dessus parce qu'il faut mettre un jury, il faut juger ce que c'est bien, il faut lire l'article, etc., etc., etc. Mais derrière, entre nous, c'est quand même, ils sont capables de monter des systèmes comme leur système publicitaire avec AdWords. Ils sont capables de monter des systèmes avec les AdSense. Donc les AdSense, c'est un système qui permet aux créateurs de sites internet, aux petits créateurs de sites internet ou même aux sociétés de se rémunérer avec la publicité en ligne. Derrière, ils ont des équipes qui mettent derrière pour surveiller qu'il n'y a pas de triche sur la gestion des bannières, les clics, etc. Ils ont de l'argent et on peut dire qu'ils ne sont pas capables de réfléchir, de prendre un peu de recul en disant si on réfléchissait sur un algorithme ou une certaine automation qui permet derrière de ne pas créer une équipe de jury, mais quelque part que cette équipe, ce soit des personnes, un petit peu comme Wikipédia aujourd'hui, il y a des personnes derrière qui vont dire oui, effectivement, c'est diffamatoire pour telle personne, etc. Et ça va déclassifier ou ça va même sortir du référencement ce site internet, ça va le faire baisser dans le référencement, etc. etc. Donc c'est peut-être aussi donner plus de puissance à l'internet en disant ok, ça, je trouve ça, c'est pas une personne, c'est pas la personne concernée, mais cette personne-là doit faire le nécessaire avec des personnes de poids. Des personnes de poids, ça peut être des personnes certifiées par Google, c'est des personnes qui ont un peu plus de poids vis-à-vis de l'internet. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Donc rebondissons sur toujours un petit peu les moteurs de recherche. Donc c'est un article qui m'a fait assez sourire d'ailleurs. Après vous me dites ce que vous en pensez. Moi ça m'a fait sourire. Donc c'est l'Allemagne qui souhaite connaître tout simplement les secrets de l'algorithme au cœur du moteur de recherche de Google. Donc en gros décortiquer comment ça fonctionne. Il y a une raison derrière. Il y a quand même des secrets. C'est une société. Il y a des secrets, il y a des algorithmes, il y a du travail. C'est comme limite. On se dit, c'est comme si on voulait voir le code source de Windows. Bon, après, c'est peut-être une perte. Bon, bref.
Revenons à nos moutons. L'Allemagne qui souhaite donc connaître les secrets de l'algorithme au cœur du moteur de recherche de Google. Donc c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre Google et l'Allemagne. Les autorités donc locales demandent désormais la publication d'informations concernant les algorithmes du moteur de recherche de l'américain. Donc algorithme, c'est simplement l'état de programmation qui permet de classifier les différentes informations stockées par Google, donc les copies carbone des sites internet qu'ils visitent de manière automatique avec des programmes, avec des robots. À partir de la copie carbone, ils ont un espèce d'algorithme, donc un calcul mathématique qui va permettre de vous donner une pertinence dans la recherche de vos informations sur Internet, en fonction du mot-clé, etc. Donc c'est ça, c'est ce fameux algorithme où derrière, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se greffent pour pouvoir être positionné, etc., etc., etc. Donc il y a tout un travail. Google donc, fait l'objet de nombreuses enquêtes pour abus de position dominante, donc d'où la raison de cette demande. Et ce, dans de nombreux pays. Mais c'est en Allemagne que la firme américaine trouve l'opposition la plus farouche à ses services. Et c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce en outre-Rhin, suite au dépôt de plainte de plusieurs sociétés devant la Commission européenne indiquant que Google favorisait ses propres produits ou ceux de ses partenaires dans les résultats portés par son moteur de recherche. L'Allemagne compte s'enfiler dans la brèche pour faire imploser la marque. La situation est claire pour le ministre de la Justice, Heiko Maas, étant donné la domination écrasante de Google sur le marché européen des moteurs de recherche. Le niveau de transparence des algorithmes qu'utilise Google pour classer des résultats de recherche nécessite une étude. Entre autres termes, Google devrait dévoiler son petit secret de fabrication, la magie qui opère en coulisses lorsqu'un utilisateur frappe quelques mots sur son moteur de recherche. Juste petite parenthèse, savez-vous combien représente, si on fait une comparaison avec un appareil électroménager dans notre appartement, combien représente en watts une requête sur Internet ? Petite question, je continue et je vous donnerai la réponse, réfléchissez sur le chat. Bien sûr, vous pouvez appeler si vous avez une idée, 08 92 23 95 20. Sur cet algorithme que Google a fait donc sa renommée, mais également grâce à cela qu'il est devenu l'une des sociétés la plus puissante et la plus riche au monde, avec son moteur de recherche et 95% des parts du marché mondial des recherches en ligne. Google fait l'appui, le beau temps sur Internet, mais aussi sur une partie de l'économie mondiale en orientant les internautes vers certaines marques et certains produits. Donc la question de l'objectif du PageRank n'est pas nouvelle et la rumeur selon laquelle Google favorisait ses propres services et ses partenaires non plus. Donc les autorités allemandes indiquent toutefois ne pas souhaiter dévoiler l'algorithme en question, mais permettre une instance compétente d'y avoir accès pour vérifier son mode de fonctionnement. Outre solution abordée par l'Allemagne, pour en finir avec l'abus de position dominante de Google, le démantèlement de la firme, une solution qui ne devrait être sérieusement envisagée que lorsque toutes les processus de négociation auront échoué avec la marque. Bon, c'est clair que d'un côté, on dit, mais montrer l'algo, mais on regarde juste d'un œil par le trou de la serrure. Bon, on va pas protéger Google, mais de l'autre côté, si on connaît les algorithmes de Google en général, bon, ils dévoilent certaines choses, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur la technologie Google, donc les référenceurs, les spécialistes SEO, donc c'est en anglais, c'est Search Engine Optimization. C'est des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui va concerner l'optimisation du site internet pour mieux répondre à Google et être classé derrière. Si on donne ce fameux algorithme, ça va pourrir la base de stockage de Google et nous, en tant que personne, ils vont avoir une difficulté parce qu'ils vont devoir à chaque fois modifier cet algorithme. Donc il y a cette partie-là qui craint. Après, c'est chacun son avis. Derrière, en faisant l'analyse, effectivement, est-ce que quelque part ils favorisent pas sur leur moteur de recherche leur propre service? Forcément, s'ils doivent mettre en avant leurs produits comme le produit email ou leur produit qui permet de faire du cloud, donc du nuage pour stocker ces documents, ils vont forcément le mettre en avant sur leur barre de recherche ou dans les recherches. Après, derrière, on va parler de leur fameuse publicité, que vous pouvez couper aussi avec l'adblock, ça vous permet d'éviter d'être d'être pollué. Mais derrière, leur fameuse pub, c'est pas en rapport normalement avec le budget qui est mis. Si effectivement la personne elle va mettre une certaine somme d'argent,
sur son référencement qui est dit naturel et pas sponsorisé, donc commercial, elle va pas être avantagée parce qu'elle met de l'argent. Ça, ils sont engagés, c'était marqué entre parenthèses, ils sont engagés à ça pour éviter tout quiproquo vis-à-vis de... Parce que c'est pas parce que tu donnes de l'argent que ton référencement naturel, donc le référencement naturel, c'est le fait d'être au centre, ce fameux, pas être dans le cadre web, non, c'est tout le résultat qui est au centre de la page, donc le résultat de base, donc des top 10, donc ça c'est gratuit, normalement vous pouvez être référencé gratuitement sur cette partie-là. Si après vous avez besoin d'accélérer le processus et d'être un peu plus visible, il vous propose donc les AdWords pour vous positionner, etc., etc. Même ça, même derrière ça, il y a un certain algorithme, il y a un certain travail, etc. C'est vraiment lourd et c'est pour éviter la fraude, etc., etc. Oui, ils ont une position dominante. Après, j'attends d'autres moteurs de recherche qui peuvent donner autant de ce qu'ils font. Donc, réponse à tout à l'heure. À votre avis, une requête Google, et je vais la poser, je vais demander à Olivier s'il peut répondre à cette question qui est juste à côté de moi, là, qui prépare son générique d'introduction. Je suis attentif. Là, c'est quoi la question alors, à ton avis, une requête Google, quand tu tapes un mot-clé, ça prend combien de watts? Et si tu pouvais le comparer avec un appareil électroménager de ta maison. Alors en fait, j'ai vu il y a quelques semaines sur Arte un documentaire qui faisait ce type de conversion et je ne me souviens plus. Ça a l'équivalent de prendre ton bouilloire pour te faire une tasse de thé ou de café. Énorme. Donc c'est énorme. Là, et c'est tout l'acheminement, la requête, ça va sur le serveur, le routeur, le fil, etc. etc. C'est une anecdote, bon, ça peut faire sourire d'autres et pas. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Rien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Rien. T'es venu les mains dans les poches. Absolument. Ouais. Mais je compte sur toi, en fait, tu sais. Non. Bah si. Okay, comme toujours. Ouais, bah c'est bon, je suis en forme. Okay. Je suis en forme pour me faire clasher. Génial. Ok, bah t'as préparé tout ça là? Ça vient. Alors donc tu nous prépares plein de jolies choses. Hein. Bah le chat est encore ouvert. Là on est en freestyle. Donc t'as fini là ou pas? Bah, là il reste 5 minutes, hein, mais si tu veux tu peux envoyer la sauce. Hein. Non, c'est bon. Donc l'April d'abord, dans quelques instants. D'accord. Donc là tu fais une pause directe. T'as à peine commencé, tu te mets en pause. Fainéant. Allez. Ok. Bah, alors reprenons. Olivier, toujours au rendez-vous, hein, fidèle au rendez-vous. On parlait de l'algorithme avec l'Allemagne hein, qui disait ouvrez le code. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, juste un petit article. Bon, voilà, ça veut pas. Hop. Alors, il faut que je retombe sur mes papates. Hop, et le petit dernier article, on va parler de Kingdom Come. Eh ben, figurez-vous qu'il a récupéré ses serveurs, les datas de Mega Upload, avec vos données. Peut-être que vous aviez des données. Après, je ne sais pas s'ils sont accessibles. On va le voir ensemble. Donc, Mega Upload de Kingdom Come obtient la copie des données saisies. Donc, dans l'affaire Mega Upload, la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande a décidé que la police devrait fournir à Kingdom Come des copies des données sur les appareils saisis lors de son raid en 2012. Donc, au début des années, une décision en appel de justice néo-zélandaise avait estimé que le raid policier dans le demeure de Kingdom Come en janvier 2012 était légal. Mais le fondateur de Feu Mega Upload vient d'enregistrer une victoire. The New Zealand Herald rapporte que la police devrait fournir à Kingdom Come des copies des données de disques durs, serveurs et autres dispositifs de stockage qui avaient été saisis. La Cour d'appel de Nouvelle-Zélande a précisé que cela devrait être fait aussi rapidement que raisonnablement possible pour Kingdom Come ainsi que les autres accusés dans l'affaire de Mega Upload. De telles données sont considérées cruciales afin de bien préparer leur défense. Des charges de violation massive des droits d'auteur ou encore des blanchiments d'argent pèsent en eux. En février 2015, ils devront donc se défendre contre une procédure d'extradition vers les États-Unis, à la condition de récupérer des données. Kingdom Come devrait fournir aux enquêteurs néerlandais les clés de chiffrement qui permettront de lire certaines données. Et oui, Kingdom Come avait pris quelques précautions suffisamment pour faire barrage au FBI. Donc les deux officiers néo-zélandais mis dans la confidence devraient donc assurer la confidentialité des codes ainsi fournis. Ils ne devront rien transmettre à un tiers, en particulier à un quelconque représentant du gouvernement des États-Unis d'Amérique. On arrive à la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Hein. Donc c'était Cyber Culture sur la radio ici et maintenant. On va retrouver Olivier d'ici quelques minutes. On va écouter, il y a l'April. Il va faire l'introduction de son émission. Moi en fait aujourd'hui, donc ce sera ma dernière émission
pour le mois, bien sûr, et on se retrouve dans quelques semaines. Je vais faire un tour vers la zone 51, la Area 51. On verra si je croise quelques Roswell sur le chemin. Restez sur le chat et Olivier arrive d'ici quelques instants. Merci à vous et passez une bonne après-midi sur la radio ici et maintenant.